Bérénice ? Oui. Bonjour, vous voulez me suivre pour l'entretien ? Bonjour, enchantée. Donc à vous. Merci. C'est bon. Bonjour. Bonjour Bérénice, enchanté. Bérénice. Asseyez-vous. Merci. Vous allez bien ? Oui, très bien, et vous ? Très bien, merci. Bérénice, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Comme vous le savez, on est en train de construire pour un client exigeant une équipe recrutement au sens large. Et ce client, il a des vrais enjeux sur toute la partie écoute candidat et onboarding. Notre connaissance du réseau et du métier nous font croire que vous êtes sans doute la personne idoine. Donc on est ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez commencer peut-être par vous présenter l'entreprise pour laquelle vous travaillez et puis le rôle que vous avez actuellement ? Très bien. Donc, je suis Bérénice Vivian, je suis responsable de la com interne RH et de la marque employeur pour le périmètre de la France, pour le groupe Soprasteria. Donc, le groupe Soprasteria, c'est un acteur majeur de la tech en Europe qui compte 50 000 collaborateurs dans le monde, dont 20 000 en France, donc un grand acteur. Et on est reconnu pour nos activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels. Ok, parfait. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, avant de rentrer dans des questions peut-être un peu plus techniques, c'est quoi l'enjeu d'un bon onboarding de manière générale pour vous ? Oui, alors l'onboarding, c'est un gros sujet pour nous. Donc les 3 points clés, si je peux dire ça ainsi. Le premier, ce serait pour valoriser et engager nos collaborateurs. Une fois qu'ils ont signé, ils rentrent dans notre société, il faut qu'ils s'imprègnent de la culture d'entreprise. Et surtout, comme vous l'avez compris, on est un grand groupe, donc il faut quand même qu'ils se sentent uniques, attendus, valorisés. Donc c'est là que le process onboarding est très important pour nous. Ensuite, je dirais que l'un des points clés aussi, c'est de pouvoir bien sûr améliorer le process de recrutement. Donc l'onboarding permet d'éviter le turnover fort et du coup de valoriser les candidats qui nous rejoignent. Et enfin, bien sûr, mon cœur de métier, la marque employeur, ça valorise notre attractivité. Forcément, un candidat qui est onboardé chez nous va parler de son expérience, nous l'espérons positive, et pouvoir recommander le groupe à ses collègues. Ok. Quelles méthodes et indicateurs vous avez mis en place cette fois-ci pour capter la voix du candidat et pourquoi vous l'avez fait ? Oui, alors nous, on a eu un process depuis 2020. On était sur le sujet de comment capter la voix du candidat qu'on trouve, c'est hyper important de pouvoir savoir ce que dit le terrain et on fonctionne comme ça pour tous nos sujets chez Soprasteria. Donc là, on avait besoin de capter la voix des candidats. Donc pour ce faire, on avait commencé par faire des tests en interne et on s'est dit, donc ça datait de 2020, et après le fameux Covid, dès qu'on dit cette date, on se doute qu'il y a eu cette période-là. Post-Covid, on s'est dit qu'on reprenait le sujet et qu'on se faisait accompagner par une solution externe, un acteur leader du marché, qui a pu nous apporter toute la méthodologie et c'est comme ça qu'on a créé en fait une enquête pour pouvoir capter les retours des candidats. Donc on envoyait une enquête aux candidats. Nous, on considérait comme candidat une personne qui avait fait au minimum un entretien. Donc ça permettait d'avoir un panel quand même assez large et ce n'est pas forcément des candidats qui nous ont rejoints après. Ça peut être des candidats qui ont arrêté le process en cours de route pour X ou Y raison. Donc c'est aussi là que ce process est très important et il fallait aussi avoir 30% de taux de réponse. Donc c'était un assez gros challenge parce que le candidat, une fois qu'il est plus dans le process, forcément, il peut ne plus répondre à l'enquête. Donc c'est là qu'on a dû se faire accompagner également. Et pour mesurer quoi en fait ? Quels indicateurs ? Alors, on aimerait, via ces enquêtes, on veut mesurer la satisfaction, vérifier que notre process est correct, que notamment au vu de notre volumétrie de recrutement, il faut savoir qu'on recrute 3 à 4 000 personnes par an en moyenne et qu'on reçoit plus de 200 000 candidatures par an en France, tout contrat confondu. Donc c'est des grosses volumétries, donc on a besoin, nous, de mesurer la satisfaction pour aussi derrière avoir une image de marque correcte. Donc, pour mesurer cette satisfaction, ça nous permet aussi de voir, par exemple, qu'il faut forcément qu'on soit exemplaire sur ces sujets-là.
notamment par exemple la non-discrimination à l'embauche. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans le groupe. On forme nos recruteurs, donc c'est vrai que les enquêtes, ça peut nous permettre d'avoir un aperçu. Alors ça n'est jamais arrivé à ce jour qu'on repère des choses, mais c'est une sécurité en plus pour nous de pouvoir recueillir un peu le ressenti de nos candidats et bien sûr de pouvoir nous améliorer dans la suite pour correspondre vraiment à leurs besoins. Dernier point sur ce sujet, comment on atteint 30%? Comment on fait pour qu'un candidat à qui on a dit non répondre quand même à l'enquête. Ouais. Oui, alors ça, c'était un gros sujet chez nous. On a mis beaucoup de task force dessus. Ça veut dire qu'on a embarqué tous nos managers, tous nos collaborateurs qui rencontraient les candidats pour que déjà, une des premières choses qu'ils faisaient lors de l'entretien, c'est qu'ils parlent de cette enquête en disant qu'ils allaient recevoir un mail à la suite. Donc déjà, ils étaient au courant du process pour pas que ça arrive tout de suite dans leur boîte mail et qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est? Ou possiblement même qu'ils pensent que c'est un spam ou que nous, on les spam. Donc c'est vraiment pas l'idée. Donc on leur en parlait. On a aussi vraiment formé tous nos managers et opérationnels qui faisaient les entretiens pour qu'ils connaissent l'enquête, qu'ils puissent en parler correctement. Et ensuite, dans tous les mails qui étaient envoyés et lors de tous les échanges avec les candidats, il y avait un petit lien vers l'enquête. Donc ça nous permettait un peu de transformer l'essai. Et alors cette enquête, du coup, j'imagine que vous avez extrait des résultats. Oui. Quelle est là où les décisions les plus impactantes que vous ayez prises suite à cette enquête? Alors, pour l'écoute candidat, on avait quelques points qui étaient ressortis. Alors, tout a été très positif. On était vraiment ravis de savoir que notre process était bon, que c'était le bon, mais vraiment, on voulait pousser pour aller plus loin dans l'expérience candidat. C'était vraiment notre but ultime en faisant ces enquêtes-là. Donc, ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y avait pas de retour systématique des recruteurs dans certaines entités et certaines BU. C'est l'avantage aussi de l'enquête, c'est qu'on a pu capter ensuite via le rattachement du candidat à quelle entité il avait pu rencontrer et du coup nous mettre les process derrière, faire peut-être des rappels aux recruteurs, des grands principes. Donc c'est vrai que ça nous a permis d'avoir cette idée-là. Ensuite, un autre point clé, c'est qu'ils voulaient plus de présentiel en entretien. C'est vrai que post-Covid, on a fait beaucoup de choses en ligne. On connaît aujourd'hui que la version en ligne peut fonctionner très bien. Mais c'était une demande des candidats de vraiment revenir nous voir en présentiel. Donc derrière, nous, on a mis des actions en conséquence dans le process de recrutement. Maintenant, il faut qu'il y ait un échange en présentiel sur site. Ça permet non seulement de rencontrer ses futurs collègues, mais aussi de voir les sites. Et ça, c'est quand même sympa. Et enfin, un des troisièmes points, c'était qu'ils avaient besoin d'avoir plus d'informations sur les avantages. Donc là, c'est vraiment une partie recrutement pur et dur du discours du recruteur. Donc là, on a accompagné nos recruteurs pour leur fournir un guide pour que clé en main, ils aient un peu les grandes lignes de tous nos avantages pour pouvoir en parler correctement. Finalement, c'est assez intéressant. Les recruteurs sont évalués comme on évaluerait un service client. On pourrait penser ça, oui, mais c'est plus dans l'amélioration du process plus que dans de la vérification et checker ce qu'ils font bien ou pas. On n'est pas dans il faut que ce soit parfait. C'est plus dans le sens où on peut trouver des solutions pour les accompagner. C'est vraiment de l'accompagnement nous derrière qu'on vend et non pas juste une évaluation. Sur la partie maintenant plus liée à l'intégration, à l'onboarding, est-ce qu'il y avait des points de friction sur ce process qu'on nécessitait d'être revus, réadaptés suite à ces enquêtes? Est-ce que ça a aussi engendré une amélioration de ce process? Alors oui, sur la partie onboarding, on est parti sur le même principe que pour l'écoute candidat, sauf que cette fois-ci, on l'a internalisé. Donc c'est nous qui envoyons nos enquêtes à différents moments, à différents temps forts sur les 6 premiers mois de l'intégration, en fonction bien évidemment du statut du candidat, si c'est un stagiaire, un alternant, un CDI. Ce ne sera pas les mêmes temporalités. Mais du coup, ces enquêtes, ça nous a permis en effet d'apprendre... Déjà, avant toute chose, notre process onboarding, on l'avait revu il y a 3 ans. Donc, il était déjà plutôt bon. On savait qu'il fonctionnait bien, mais on avait besoin, nous, toujours dans cette optique d'amélioration, de pouvoir aller plus loin et voir là, en effet, ces points de friction. Ce qu'il en est ressorti, c'est que nos collaborateurs, une fois rentrés chez nous, ils avaient besoin d'être d'autant plus accompagnés. Ils voulaient possiblement qu'on prenne des rendez-vous avec les acteurs importants dans leurs premiers jours. Donc, ils voulaient qu'on pousse un peu plus loin l'onboarding.
Et il voulait aussi, ce qui est ressorti, la proximité. On sait aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait tout et c'est notre culture d'entreprise, nous, le collectif. Donc, c'est quelque chose aussi qui nous tient très à cœur. Donc, il voulait plus de moments avec notamment des feedbacks, des entretiens lors de leur premier mois aussi, sûrement pour se sentir rassurés. Voilà ce qui est ressorti. Et du coup, quand vous faites ressortir tout ça, vous voyez des axes d'amélioration. Comment est-ce que vous engagez vos équipes? Je pense pas forcément aux équipes recrutement, mais par exemple les managers. Est-ce que c'est par des formations, qu'est-ce que vous mettez en place? Les managers sont vraiment très importants dans ce process. Hein. C'est ceux qui sont en direct, qui prennent le relais entre guillemets après les équipes RH. Donc ils sont vraiment garants du process onboarding. Donc, on les engage à tous les niveaux du process. Quand on a réimaginé tout le process onboarding, ils étaient dedans. Nous, on construit tous nos parcours à l'aide du terrain. Donc, ils nous ont aidés à construire tout le parcours d'onboarding. Ils s'occupent également, notamment, d'avoir des contacts réguliers. Par exemple, il y a des rapports d'étonnement qui doivent être faits dans les premiers mois. Donc, c'est à eux de aussi mettre en place ces choses-là. Et ensuite, il y a toute la partie accueil des premiers jours, forcément, pour voir qu'ils se sentent accueillis et qu'ils se sentent attendus. Voilà. Et d'un point de vue ROI, comment est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact sur la qualité globale du process de recrutement? Est-ce qu'il y a des chiffres dont vous êtes fiers aujourd'hui et que vous pourriez évoquer? Oui, alors tout ce qu'on fait, des enquêtes onboarding notamment internalisées, on a un Power BI qui analyse vraiment toutes les questions qui peuvent ressortir, que ce soit quantitativement ou qualitativement. Donc nous, ça nous permet avec ces enquêtes de pouvoir faire ressortir des grandes tendances et derrière, justement, de pouvoir rectifier le tir s'il y a des choses qui ne conviennent pas ou de pouvoir former certains managers si le besoin en est, de pouvoir aussi créer des communautés autour de tout cet onboarding, notamment par exemple pour les tuteurs. On a créé toute une communauté qui s'appelle Objectif Tuteur, qui permet non seulement de leur donner tous les assets disponibles, des guides pour bien accompagner un stagiaire, un alternant, mais aussi un espace de partage, parce qu'on sait que c'est aussi ça qui est important. Et aujourd'hui, on est très fiers de voir que ça fonctionne, parce que notre note depuis 3 ans est de 4,5 sur 5, donc en témoigne qu'on a un onboarding qui fonctionne très bien. Alors là, vous parlez d'un onboarding qui fonctionne très bien. Notre client pour lequel on discute a un onboarding et a une écoute candidat, une analyse proche de 0. Comment on commence? On commence par quoi? C'est quoi la première étape? Alors, je dirais qu'il y a 2 possibilités dans ces cas-là, en fonction du budget. C'est toujours un peu le nerf de la guerre. Si on a du budget, je conseillerais d'externaliser, comme nous sur l'écoute candidat, qui nous a permis d'avoir une méthodologie, d'être accompagné. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bien. Dans le cas où on n'a pas de budget, rien n'est perdu. Au contraire, on peut faire les choses aussi à notre manière. Et là, je dirais que le plus important, c'est de commencer sur une petite population cible pour pouvoir un peu capter si les questions sont pertinentes ou non. Parce que des fois, on pense à des questions qui, au final, ne nous rapportent pas un KPI très, très intéressant. Donc, pouvoir co-construire un peu sur une population cible et l'élargir une fois qu'on est satisfait des KPIs qu'on aura récoltés. Merci. On va passer à la partie test. Alors, on a 7 questions qui vont me permettre d'analyser votre profil. Première question. 2 profils similaires. L'un vient d'un grand groupe, l'autre d'une start-up. Instinctivement, vous êtes attiré par grand groupe ou start-up? Je dirais grand groupe. Avec Soprasteria, je ne peux que dire grand. Deuxième point. Le CV, avec ou sans photo? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus indispensable, mais moi, je préfère. 3. Vous avez 2 candidats à égalité sur les scorecards. Quel est le critère différenciant? Je dirais que c'est lors des entretiens, la personnalité, voir s'il match avec nos valeurs de l'entreprise, notre culture d'entreprise. 4. La seniorité en entreprise, c'est? C'est super. C'est eux aussi les experts qui apprennent aux plus jeunes. 5. La Gen Z en entreprise, c'est? Eh ben, c'est pareil, c'est indispensable. On a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. 6. Le retard à l'entretien, c'est? Alors, je dirais pas que c'est un red flag à voir quelle est la raison derrière.
Et alors, si vous aviez un conseil pour un junior qui se prend de passion pour les RH? Je lui dirais de continuer dans cette voie parce que les RH il y a plein de métiers différents et l'humain est au cœur et ça, je pense que ça vaut tout. Merci Bérénice. Merci beaucoup, on viendra vite vers vous après la revue de notre client. Merci beaucoup. Merci. Je vous raccompagne? Très bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Hey, comment ça s'est passé? Franchement, c'était super. J'ai hâte de savoir si je vais être prise. Ok, bah, bonne chance du coup, hein. Merci, bon courage à toi. Au revoir. Messagerie. Oui, bonjour Bérénice, c'est Guilain. Je vous rappelle suite à l'entretien qu'on a eu ensemble pour le poste. C'est pour vous annoncer la bonne nouvelle, vous avez été retenu par nos équipes. On a beaucoup aimé toute votre connaissance sur l'écoute candidat, tout ce que vous avez pu mettre en place pour l'onboarding. On pense vraiment que ça peut être une super expérience pour notre client. Donc rappelez-moi vite pour les prochaines étapes.